Maintenant que les bases de notre système d'inventaire sont posées, nous allons pouvoir ajouter nos premiers ennemis. À l'épisode 7, nous avons notamment ajouté un système de raycast qui devrait nous permettre de toucher les ennemis à l'aide de nos armes. Pour ajouter des ennemis, la première chose à faire forcément, c'est d'en choisir. On pourrait se contenter d'ajouter des capsules pour tester, mais étant donné que je souhaite ajouter des ennemis avec des animations, autant ajouter leur vrai modèle 3D tout de suite et commencer à travailler dessus tout de suite. Je vais utiliser l'asset Golem, le modèle 3D est relativement bien et le monstre possède une palette d'animation plutôt sympathique. Libre à vous de choisir le monstre que vous voulez, ou même un humanoïde, c'est tout à fait possible. La technique reste la même, le mieux c'est quand même de prendre un modèle 3D qui possède au moins 4 animations, dont Idle, se déplacer, attaquer et mourir. Bref, l'essentiel. Une fois l'asset téléchargé, je vais rapidement nettoyer les dossiers qui ne me serviront pas, donc notamment le dossier script et le dossier 3ds Max. Je peux aussi supprimer la scène exemple. Avant de se jeter sur l'ennemi et son script, nous allons générer ce qu'on appelle un navmesh. Ce dernier permettra à nos ennemis de savoir où ils peuvent marcher et où ils ne peuvent pas. En gros, ça évite qu'ils essayent de monter des pentes à la verticale, qu'ils tombent dans le vide, qu'ils courent contre un mur, etc. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet Window, Navigation. Ici, vous allez pouvoir modifier les paramètres de vos ennemis, je vais garder ceux de base pour l'instant, puis je vais aller dans Bake. Je vais cliquer sur Bake, encore une fois le bouton, et cette étape peut prendre un certain temps si vous avez une grande scène avec beaucoup d'objets. De mon côté, c'est plutôt court et après un petit moment, vous pouvez voir des zones bleues apparaître dans notre monde. Et ces zones correspondent justement aux endroits où peuvent marcher vos ennemis. Comme vous pouvez le voir, chez moi les ennemis peuvent se déplacer sur le terrain, mais ils ne peuvent pas monter des pentes trop ardues. Ils ne peuvent pas non plus traverser les arbres car, comme vous le voyez, la zone bleue ne s'étend pas à l'intérieur de l'arbre. En revanche, mon ennemi ne peut pas se déplacer dans ce que j'appelle ma zone de test, c'est-à-dire le plane que j'ai ici et qui est quadrillé. D'ailleurs, les rochers et la maison n'ont pas non plus été pris en compte, alors on va régler ça. Allez dans l'onglet Object de toujours votre navmesh, puis choisissez le ou les objets qui n'ont pas été pris en compte. Chez moi, le mesh de la maison s'appelle mesh 1. Puis, une fois que je l'ai sélectionné, je coche la case Navigation Static et il ne nous reste plus qu'à régénérer notre navmesh dans Bake puis Bake. Parfait. Maintenant, on peut voir qu'une zone que l'on appellera zone non navigable est apparue autour de la maison. Mais on peut aussi voir que le passage entre les deux fondations reste accessible. Donc l'ennemi pourra bien passer entre les deux bâtiments. Si vous allez à l'intérieur de ces maisons, surprise, nous avons des zones navigables. Mais pas d'inquiétude, ces deux zones ne sont pas connectées à l'extérieur. Ce qui signifie que jamais un ennemi ne pourra de lui-même se rendre à l'intérieur de la maison. Bref, maintenant vous pouvez réitérer cette étape pour chaque objet non pris en compte. De mon côté, je vais notamment le faire pour mes rochers. Donc je vais tous les sélectionner, choisir Navigation Static et rebake ma scène. Ce système inclus à Unity est d'une grande qualité. Il faut simplement s'y habituer et adapter tous les paramètres possibles pour un résultat optimal. Si vous n'en aviez pas encore, un dossier scène va apparaître dans votre dossier asset avec à l'intérieur votre navmesh. Surtout, ne le supprimez pas, sinon il faudra recommencer cet épisode depuis le début. Maintenant, ajoutons l'ennemi à notre scène et ajoutons-lui le component navmeshAgent, qui permet à Unity d'assigner la zone que l'on a créée précédemment à cet objet. Vous pouvez modifier les paramètres si nécessaire, donc de mon côté je vais un peu baisser la hauteur et la vitesse, mais on pourra toujours le modifier plus tard. Ensuite, on va créer un script que l'on va appeler Enemy AI, pour Artificial Intelligence. Je pense qu'il est inutile de traduire. À l'intérieur, on va ensuite ajouter deux variables, la première qui sera une variable publique transform qu'on l'appellera target, puis on aura un type un petit peu particulier, unityengine.ai.navmeshAgent, que l'on va appeler agent. Ensuite, dans la fonction start, on va assigner agent au component qu'on vient d'ajouter, donc le navmeshAgent se trouvant sur le même objet, et ensuite, dans la fonction update, on va dire que agent.destination égale target.position. Et ensuite, avant de sauvegarder, vérifiez bien que vous ayez using Unity Engine tout en haut de votre script. En fait, ce qu'on vient de faire ici, c'est d'assigner donc ce fameux component navmeshAgent qui permet à notre ennemi de se repérer dans la scène, d'utiliser les zones bleues qu'on a créées un peu plus tôt. Et en gros, il va essayer de se déplacer
donc sa destination va être celle de target.position. Target, ça va être sa cible, donc notre joueur. En gros, il va se déplacer de sa position actuelle au joueur en utilisant uniquement les zones bleues. Sauvegardez ensuite ce script, ajoutez-le à votre ennemi, glissez le joueur dans la variable target, puis appuyez sur play. Et je préfère vous prévenir à l'avance, attention, ça fait un petit peu peur. Maintenant, votre ennemi ne va plus vous lâcher. Il va vous poursuivre tant que votre joueur existe, et le seul moyen d'y échapper pour l'instant c'est de sauter dans le vide, car comme je l'ai dit plus tôt, le navmesh que l'on a créé fait en quelque sorte partie du cerveau de notre monstre, de son intelligence artificielle. Et comme je l'ai dit, on veut l'empêcher d'effectuer diverses actions, notamment de se suicider lamentablement. Bref, vous pouvez maintenant tester votre navmesh en vous baladant sur la carte. Logiquement, l'ennemi devrait vous suivre partout en respectant les chemins et hauteurs définies plutôt dans le navmesh. Maintenant, nous allons ajouter plein d'autres paramètres à notre script de façon à personnaliser notre ennemi. Je vais commenter quasiment toutes les lignes afin que vous puissiez vous y retrouver facilement. Commençons par quelques variables. Étant donné que tout est commenté, je ne vais pas repasser dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement utiliser les commentaires ou messages YouTube. Puis, dans la fonction start, on assigne certaines de ces variables. On va ensuite passer à la fonction update, qui contiendra le cœur de notre système. C'est depuis cette fonction que l'on appellera les différentes actions de notre personnage. On récupère tout d'abord la position du joueur et on calcule la distance qui sépare l'ennemi du joueur. En fonction de cette distance, l'ennemi va effectuer diverses actions, l'attente, la poursuite ou l'attaque. Puis, on va réaliser une fonction pour chacune de ces différentes actions. Une fois ce script terminé, vous pouvez modifier les différentes variables du script et vous pouvez appuyer sur play. Si je m'approche assez près, l'ennemi va courir vers moi et commencer à m'attaquer. Le résultat est plutôt surprenant, non ? En quelques minutes, on a quand même un ennemi de configuré. Si vous avez un problème d'animation et qu'une de vos animations ne se joue pas ou que vous avez un message d'erreur concernant les animations, vérifiez bien les noms que vous leur avez assignés. Les majuscules sont très importantes et si vous avez utilisé la même asset que moi, toutes les animations doivent être écrites en minuscules, même la première lettre. Aussi, on va ajouter la ligne agent.destination égale transform.position dans la fonction d'attaque. En fait, ça va éviter à l'ennemi d'aller au centre de notre personnage et de continuer à se déplacer vers nous lorsqu'il attaque. Maintenant que notre ennemi peut nous attaquer, on va lui rendre l'appareil. On va ajouter un tag ennemi et on va aussi lui assigner. Ensuite, n'oubliez pas d'ajouter aussi un Sphere Collider, sinon on ne pourra jamais détecter ce tag. D'ailleurs, vous pouvez faire une préfab de cet ennemi après avoir ajouté ces deux éléments précédents. On va retourner dans le script de l'ennemi et lui ajouter deux nouvelles variables. Enemy Health et is dead. En fait, on va refaire la même chose que pour le joueur. Autour de ce qu'on a dans la fonction update, on va vérifier que l'ennemi n'est pas mort, premièrement. Dans le cas contraire, on arrêtera de chercher le joueur, de calculer la distance et d'effectuer des actions. Donc lorsque l'ennemi est mort, il ne peut plus rien faire. Puis, tout en bas du script, on va ajouter une fonction applyDamage. Peut-être que cette fonction va vous dire quelque chose, et la raison à ça, c'est qu'on l'a déjà. Sauf que on l'a pour notre joueur. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes noms de fonctions et les mêmes principes pour effectuer des dégâts à nos ennemis, mais aussi à notre joueur. Donc cette fonction va nous permettre d'envoyer des dégâts à l'ennemi et de détecter à quel moment il n'a plus de points de vie. À ce moment-là, on appelle la fonction dead et on va assigner la variable isDead à true. Donc le cœur de l'intelligence artificielle va s'arrêter et il ne pourra plus bouger, ni jouer les différentes animations et se déplacer. On lui joue simplement la dernière animation die et on va faire disparaître son corps au bout de 5 secondes pour économiser des ressources. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 secondes, vous pouvez laisser le corps à l'infini. Donc supprimez simplement cette ligne destroy, ou alors vous pouvez laisser plus ou moins de temps en modifiant le 5 que j'ai ajouté. Ensuite, allez dans le script character-motor, donc de notre personnage, et on va ajouter une variable playerInv, qui sera de type playerInventory. Dans la fonction start, on va ensuite assigner ce script, donc playerInv égale GameObject.getComponent playerInventory, vu que c'est sur le même objet. Ce qui va en fait simplement nous permettre de récupérer nos dégâts actuels. Le but c'est de stocker ce script playerInventory et de récupérer les dégâts. Puis ensuite tout au bas du script, vous retrouverez notre fonction d'attaque. Au cœur même de cette fonction, donc vraiment au milieu, vous allez ajouter la condition suivante. En gros, on va vérifier que l'objet qu'on va toucher grâce à notre raycast est un ennemi. Si c'est un ennemi, on va simplement lui appliquer des dégâts. Donc on va récupérer son component enemy AI, on va appeler la fonction applyDamage et on va lui envoyer le paramètre playerInv.currentDamage, donc en gros les dégâts maximales de notre joueur.
Retournez sur Unity, donnez quelques points de vie à votre ennemi et testons le système. Je vais m'équiper d'une épée et aller attaquer cet ennemi et c'est parfait. Le système fonctionne très bien et devrait pouvoir être adapté assez facilement à toutes sortes d'ennemis. Vous pouvez réutiliser ce script pour vos autres ennemis, même s'ils ont un modèle 3D différent. Cela demandera d'adapter notamment les noms d'animation, s'ils en ont des différents, mais vous pouvez faire ça assez facilement avec des variables. Juste avant de finir cet épisode, on va modifier deux petites choses. Dans Player Inventory, allez dans la fonction Apply Damage et ajoutez la vérification suivante. If, characterMotor.isDead. En gros, ça évitera de jouer l'animation de mort du personnage en permanence à chaque fois qu'il prend des dégâts alors que notre personnage est mort. Ensuite, dans la fonction update, on va juste supprimer une petite condition qu'on a ajoutée il y a un petit moment, input.getKeyDown, keycode.l, applied damage 10. En gros, cette petite condition nous permettait de tester notre système de dégâts. Donc lorsqu'on appuie sur la touche L, on prend 10 points de dégâts sur notre personnage. Et en gros, c'était juste une petite condition de test, alors on n'a pas envie que le joueur se fasse des dégâts lui-même sans faire exprès. Donc, supprimez simplement cette condition. Voilà pour cet épisode 9, c'est une bonne chose de faite. Je vous retrouve la semaine prochaine, une fois de plus si tout va bien, pour la suite de cette série. Salut!